Si tu me guéris, je t'adopte, défia le millionnaire, ce que le garçon noir fit ensuite paralysa toute la ville. Le fauteuil roulant en titane grinçait contre l'asphalte mouillé tandis que Richard Wellington traversait Central Park à toute vitesse. Ses mains gantées poussaient les roues avec fureur, ignorant les regards compatissants des passants. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident d'hélicoptère qui avait transformé le magnate des investissements en l'homme le plus amer de Manhattan. « Monsieur, vous auriez une petite pièce. » La voix de l'enfant le fit s'arrêter brusquement. Richard leva les yeux et vit un garçon noir d'environ 8 ans, trop maigre pour son âge, portant des vêtements usés mais propres. Les yeux du garçon brillaient d'une étrange lumière, presque surnaturelle. Une pancarte improvisée pendait à son cou, « Miracle pour $1. » Miracle. Richard laissa échapper un rire cruel. « Garçon, si tu savais qui je suis, tu ne perds pas ton temps. Je sais qui vous êtes, monsieur Wellington. J'ai vu votre photo dans les journaux avant l'accident. » L'enfant s'avança sans peur. « Je m'appelle David. Et je fais vraiment des miracles. » Le sarcasme de Richard s'intensifia. Il avait tout perdu, la capacité de marcher, l'entreprise familiale, sa femme qu'il avait abandonnée à l'hôpital. Des médecins spécialistes du monde entier avaient déclaré sa paralysie irréversible. Et maintenant un enfant de la rue prétendait pouvoir le guérir? Très bien, David. Richard sortit son portefeuille, exhibant les billets avec mépris. Je vais te faire une offre. Si tu me guéris, je t'adopte. Je te donne mon nom, ma fortune, tout. Mais si tu échoues, je veux que tu disparaisses de ma vue pour toujours. David acquiesça avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Je dois toucher vos jambes, monsieur. Fais comme tu veux, garçon. Je ne sens rien de toute façon. Les petites mains de David se posèrent sur les genoux de Richard. Immédiatement, une sensation étrange parcourut le corps du millionnaire. Chaleur. Picotement. Quelque chose d'impossible était en train de se produire. « Qu'est-ce que tu es ?» Richard ne put terminer sa phrase. Ses orteils bougèrent. Puis ses chevilles. En quelques secondes, un courant électrique traversa complètement ses jambes. Richard se leva de son fauteuil roulant comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Ses pieds touchèrent le sol ferme pour la première fois depuis 3 ans. La foule qui s'était rassemblée commença à crier. Les téléphones portables se levèrent, capturant chaque seconde du miracle. Richard fit quelques pas chancelants, puis courut à travers le parc comme un homme possédé. « Je peux marcher. Je peux marcher. » David resta immobile, observant avec un sourire timide. Mais lorsque Richard se tourna vers lui, quelque chose de terrible brilla dans ses yeux. La gratitude se transforma en horreur. La réalisation qu'il devrait tenir sa promesse le terrifia. Ce n'était qu'une coïncidence. Richard s'approcha de l'enfant, la voix tremblante. « Un petit tour bon marché. Je ne te dois rien. »« Mais vous avez promis. » murmura David, confus. « Je n'ai rien promis. Tu n'es qu'un autre gamin qui essaie de m'extorquer. » Richard cria assez fort pour que tout le monde entende. « Garde! Appelez la sécurité. Ce garçon Marcel. » L'humiliation publique de David fut instantanée. Les agents de sécurité du parc s'approchèrent, mais l'enfant ne résista pas. Il se contenta de regarder Richard avec une profonde tristesse qui semblait porter le poids du monde. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda David, des larmes coulant sur son visage. « Parce que je peux, » répondit Richard froidement. « Apprends vite, garçon. Dans ce monde, les puissants font ce qu'ils veulent. » Alors que David était escorté, des dizaines de téléphones avaient déjà capturé toute la scène. La vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux avant même que Richard n'arrive chez lui. Un milliardaire guéri miraculeusement par un enfant noir, puis trahi publiquement. En 2 heures, le hashtag #Richard traître était parmi les sujets les plus commentés du pays. Mais Richard Wellington ne savait pas encore que sa véritable chute ne faisait que commencer. Si vous aimez cette histoire de transformation et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette incroyable aventure. L'appartement Pentouse de Richard Wellington dans l'Upper East Side ne s'était jamais senti aussi vide. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans le parc, et sa vie s'effondrait comme un château de cartes en flammes. Il marchait nerveusement dans le salon, ses jambes récemment guéries tremblant non pas de faiblesse physique, mais de pur effroi. « Monsieur Wellington, vous devez voir ça. » James, son assistant personnel depuis 15 ans, entra portant une tablette avec une expression sombre. La vidéo a déjà 50 millions de vues. Richard arracha l'appareil des mains de James et regarda sa propre destruction pour la 100e fois. L'angle de la caméra capturait parfaitement chaque expression. Son incrédulité initiale, le choc du miracle, puis
la traîtrise lâche. Les commentaires étaient une avalanche de colère justifiée. Un milliardaire humilie un enfant qu'il a guéri. Quel genre de monstre fait ça? Cet homme ne mérite pas de marcher. Le karma va le frapper durement. Quelqu'un sait où trouver l'enfant. Aidons-le. Le téléphone sonna de manière insistante. Richard regarda l'identifiant, Sarah Morrison, directrice du conseil de son entreprise. Son estomac se contracta. Wellington Investment est en chute libre. La voix de Sarah était tranchante comme la glace. Nous avons perdu 80% de la valeur de marché au cours des dernières 72 heures. Les actionnaires veulent votre tête. Sarah, écoute. Richard essaya de raisonner. Non. C'est toi qui écoutes, Richard. La réunion d'urgence a été programmée. Le conseil votera votre destitution demain à 9 heures du matin. Et je suis absolument sûr que ce sera unanime. L'appel se termina. Richard lança le téléphone contre le mur, regardant les morceaux se disperser sur le marbre italien. Mais ce n'était que le début. Dans les heures qui suivirent, sa réalité se désintégra complètement. La banque gela ses comptes après une enquête sur des « activités suspectes », code pour pression publique. Sa compagnie d'assurance annula toutes les polices, invoquant un « comportement compromettant l'image de l'entreprise ». Les restaurants exclusifs où il dînait depuis des décennies refusèrent les réservations. Son club de golf privé révoqua son adhésion. Mais le coup le plus dévastateur vint d'une source inattendue. « Richard, tu es devenu toxique. » Victoria, son ex-femme, apparut à la porte de l'appartement avec des documents légaux. « Même si nous sommes divorcés, ma réputation est affectée. Mes avocats ont trouvé une faille dans l'accord. Comme tu as menti sur ton état de santé pendant le divorce, je peux contester le partage des biens. » Victoria, tu ne peux pas. Richard balbutia. Je peux et je vais le faire. Cet appartement, la maison dans les Hamptons, le yacht, tout sera réévalué. Et compte tenu de ta situation actuelle, je doute que tu puisses payer les frais d'avocat. Richard observa la femme avec laquelle il avait été marié pendant 12 ans quitter sa vie en emportant son dernier espoir de stabilité financière. L'appartement qui avait coûté 40 millions de dollars était devenu une prison dorée sur le point d'être confisqué. Cette nuit-là, seul au milieu du luxe qu'il perdait, Richard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il pleura. Mais ces larmes n'étaient pas de repentir pour ce qu'il avait fait à David. C'étaient des larmes d'auto-apitoiement, de colère de payer un prix qu'il jugeait injuste. « Pourquoi un enfant des rues importe-t-il plus que moi ?» murmura-t-il devant le miroir de la salle de bain. « J'ai construit un empire. J'ai créé des emplois. J'ai fait bouger l'économie. » Mais le reflet qui le regardait était celui d'un homme méprisable, et au fond de son âme corrompue, il le savait. Le lendemain matin, Richard arriva au bureau de Wellington Investment pour la dernière fois. Les employés détournaient le regard à son passage. Certains chuchotaient. D'autres filmaient discrètement avec leur téléphone. La salle de réunion était remplie de visages qu'il connaissait depuis des décennies, des personnes qu'il considérait comme des alliés. Maintenant, il ressemblait à des vautours attendant de dévorer sa carcasse professionnelle. « Richard Wellington, » déclara solennellement Sarah, « par vote unanime du conseil d'administration, vous êtes destitué de toutes vos fonctions exécutives chez Wellington Investment avec effet immédiat. » Il essaya d'argumenter, de supplier, de menacer. Rien n'y fit. La sécurité le raccompagna hors du bâtiment qui portait son nom. Lorsqu'il sortit dans la rue, une foule de manifestants l'attendait. « Honte! Honte! Honte !» criait-il en chœur. Richard courut vers sa voiture, mais le chauffeur avait démissionné. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de démarrer le véhicule, mais rien ne se produisit. Le réservoir était vide et ses cartes de crédit bloquées. Alors qu'il marchait dans les rues de Manhattan en ne portant qu'une valise, une étrange sensation parcourut ses jambes. Le picotement familier. La chaleur qui avait précédé le miracle. Mais cette fois, la sensation s'inversa. Ses jambes commencèrent à s'affaiblir progressivement. Richard tenta d'accélérer le pas, mais trébucha sur le trottoir. Les passants le contournaient avec une indifférence totale. En l'espace de quelques heures, Richard Wellington perdit la capacité de marcher pour la deuxième fois de sa vie. Le miracle s'était dissipé, le laissant exactement comme avant, brisé, seul et paralysé. 6 mois plus tard, Richard Wellington était méconnaissable. Sa barbe avait poussé de manière désordonnée, ses cheveux étaient sales et emmêlés, et ses vêtements, autrefois des costumes sur mesure, n'étaient plus que des haillons malodorants. Le fauteuil roulant rouillé qu'il avait trouvé dans les poubelles grinçait douloureusement à chaque mouvement dans les rues glaciales de New York. L'hiver était arrivé avec fureur, et Richard avait découvert ce que signifiait le véritable désespoir. Sans maison, sans argent,
sans famille ni amis, il errait dans les rues en quémandant les miettes de compassion qu'il pouvait trouver. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait autrefois méprisé les nécessiteux implorait maintenant la même pitié qu'il avait refusée aux autres. « S'il vous plaît, n'importe quoi aide », murmurait-il d'une voix rauque aux passants pressés, qui l'ignorait complètement ou l'insultait en le reconnaissant des vidéos virales. Mais Richard ne se contentait pas de survivre. Quelque chose d'étrange se passait dans son esprit. Pendant les longues nuits froides passées à dormir sous les marquises ou dans des ruelles sombres, il commença à faire des rêves vifs sur David. L'enfant apparaissait toujours avec le même regard triste, posant toujours la même question « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Au début, Richard se réveillait en criant, toujours convaincu qu'il était la victime. Mais à mesure que les semaines passaient et que sa situation devenait de plus en plus désespérée, quelque chose dans son cœur endurci commença à se fissurer. C'est lors d'une nuit particulièrement brutale de décembre que sa transformation commença réellement. Richard tremblait violemment sous un pont à Brooklyn lorsqu'il vit un homme plus âgé s'effondrer dans la neige à quelques mètres. L'homme gémissait de douleur, souffrant clairement d'une crise cardiaque. Le premier instinct de Richard fut de s'éloigner. Il pouvait à peine s'occuper de lui-même. Mais quelque chose, peut-être un dernier vestige d'humanité, le fit ramper jusqu'à l'homme agonisant. « Au secours ! Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria Richard de toutes ses forces restantes, couvrant l'étranger de sa propre couverture sale. Il resta aux côtés de l'homme jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, murmurant des paroles de réconfort dont il ne savait pas d'où elles venaient. « Merci, mon fils !» murmura le vieil homme avant d'être emmené. « Vous m'avez sauvé la vie. » Seul de nouveau dans la neige, Richard pleura. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'auto-apitoiement. C'étaient des larmes de reconnaissance. Pour la première fois depuis des décennies, il avait aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Et la sensation était libératrice. À partir de ce moment, Richard commença une quête obsessionnelle. Il devait retrouver David. Pas pour demander pardon. Il n'était pas encore prêt, mais parce que quelque chose d'inexplicable le poussait à découvrir ce qui était arrivé au garçon. Il passa des semaines à visiter des refuges, à parler à d'autres sans-abri, à interroger des travailleurs sociaux. La plupart l'ignoraient ou le chassaient, le reconnaissant comme le monstre de la vidéo virale. Mais quelques-uns, touchés par son état pitoyable, offraient des informations fragmentaires. « Il y a un garçon qui apparaît parfois sur la 3e avenue », raconta une femme qui dirigeait une soupe populaire. « On dit qu'il fait des choses étranges. Il guérit les gens. Mais ce ne sont que des rumeurs. » « J'ai vu un enfant noir près de la station de métro la semaine dernière », murmura un sans-abri. Il aidait une femme enceinte qui s'était évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a dit que son mal de dos avait complètement disparu. La neige tombait lourdement sur Central Park lorsque Richard le retrouva enfin. David était assis sur le même banc où tout avait commencé 8 mois auparavant, mais il semblait maintenant encore plus fragile. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses yeux avaient perdu cette lueur surnaturelle, et une toux sèche secouait son petit corps toutes les quelques minutes. Richard s'approcha lentement dans son fauteuil roulant rouillé, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'il n'explose. Les mots qu'il avait répétés pendant des mois disparurent de son esprit lorsqu'il vit l'état déplorable du garçon. « David » murmura-t-il, la voix étranglée. Le garçon leva les yeux et, pendant un instant, Richard vit une lueur de peur. David se leva pour s'enfuir, mais une quinte de tout le fit se courber, crachant du sang sur la neige blanche. « Non » dit Richard en tendant la main désespérément, « s'il te plaît, ne pars pas. Moi, je suis malade aussi. Je ne te ferai pas de mal. » David hésita, observant l'homme brisé devant lui. Le milliardaire arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui semblait être passé par l'enfer et être revenu transformé. « Vous avez l'air différent, » dit David d'une voix faible. « Je suis différent. » Richard s'approcha davantage. « David, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert dans les rues, seul et dans le froid, exactement comme tu le es maintenant. » Le garçon se rassit sur le banc, trop épuisé pour garder ses distances. Richard arrêta son fauteuil à côté de lui, et pour la première fois de sa vie, il regarda vraiment dans les yeux d'un enfant avec respect et amour. « Quand tu m'as touché ce jour-là, ce n'était pas seulement mes jambes que tu as guéries. Tu as exposé mon âme pourrie. Tu as montré au monde entier quel genre de monstre j'étais. » Richard inspira profondément. « Et tu sais quoi ? Je méritais chaque seconde de l'enfer que j'ai vécu après. » David l'observa en silence, sa respiration laborieuse formant de petits nuages dans l'air froid. « Mais pendant ces mois dans les rues, j'ai appris quelque chose qu'aucun argent ne pourrait m'enseigner. J'ai appris que le vrai miracle n'est pas de marcher ou d'avoir de la richesse. C'est d'aimer sans rien attendre en retour. C'est de protéger ceux qui sont plus faibles. C'est être véritablement humain. » Richard sortit de sa poche une enveloppe froissée. «
David, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai rien de matériel à t'offrir. Mais maintenant, j'ai quelque chose de bien plus précieux. Il ouvrit l'enveloppe, révélant des papiers d'adoption qu'il avait obtenus avec l'aide d'une avocate qui aidait gratuitement les sans-abri. Il avait vendu le dernier objet de valeur qu'il possédait, sa montre Rolex, pour payer les frais administratifs. Je veux t'adopter, David. Vraiment, cette fois. Pas parce que tu m'as guéri, mais parce que... Richard ravala ses larmes. Parce que tu es un enfant incroyable qui mérite d'être aimé. Et j'ai enfin appris à aimer. David regarda les papiers, les larmes coulant sur son visage. Mais vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas d'argent. Comment pouvez-vous m'adopter? Je ne sais pas, admit Richard. Peut-être que nous devrons vivre dans la rue ensemble pendant un temps. Peut-être dans un refuge. Mais je jure sur tout ce qui est sacré que je te protégerai, je me battrai pour toi, je ferai tout ce qu'un vrai père fait. À ce moment-là, David fit quelque chose qui surprit complètement Richard. Il tendit sa petite main et toucha doucement le bras de l'homme. « Tu as vraiment changé, » murmura David. « Je peux le sentir. Ton âme n'est plus malade. » Et alors, quelque chose d'impossible se produisit à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. David n'essayait pas de faire des miracles. En fait, le garçon était plus faible que jamais, clairement malade et ayant besoin de soins médicaux urgents. C'est Richard qui se leva de sa chaise. Il n'y eut pas de lumière spéciale, pas de moment dramatique. Simplement, lorsque Richard se pencha pour embrasser David, une vraie étreinte, remplie d'un pur amour paternel, ses jambes répondirent. Il se leva naturellement, comme s'il n'avait jamais été paralysé. « Papa » murmura David, utilisant le mot pour la première fois, s'évanouissant d'épuisement dans les bras de Richard. Richard prit David dans ses bras, ses jambes fonctionnant parfaitement, et courut vers l'hôpital le plus proche. Pendant qu'il courait, les gens dans la rue commencèrent à le reconnaître. Mais cette fois, au lieu de haine, ils virent quelque chose de complètement différent. Un homme désespéré essayant de sauver son enfant. Quelqu'un filma. La vidéo commença à circuler. Mais le récit était maintenant complètement différent. L'homme qui a trahi un enfant revient transformé pour le sauver. À l'hôpital, pendant que David recevait des soins médicaux, Richard remplissait les papiers d'adoption de main tremblante. Lorsque le juge de la famille arriva pour évaluer le cas d'urgence, il trouva un homme complètement différent du monstre des vidéos virales. 2 ans plus tard, le modeste appartement à Brooklyn était rempli de rires. David, maintenant âgé de 10 ans et complètement rétabli, courait dans le salon en poursuivant son père adoptif dans un jeu de chat perché. Richard fit semblant de trébucher, laissant le garçon le battre une fois de plus. « Je t'ai eu, papa !» cria David en sautant sur le dos de Richard. « Oh non! Super, David m'a encore battu !» Richard fit semblant de désespoir dramatique, faisant rire David encore plus fort. La transformation dans leur vie avait été extraordinaire, mais elle ne s'était pas produite du jour au lendemain. Les premiers mois avaient été les plus difficiles que Richard ait jamais vécus, non pas à cause de la pauvreté, mais pour apprendre à être un véritable père. David était arrivé à l'hôpital dénutri, avec une pneumonie et des traumatismes émotionnels profonds. Pendant des semaines, il se réveillait en criant au milieu de la nuit, revivant des années d'abandon et de solitude. Richard passait des heures éveillé, tenant le garçon, lui chantant des berceuses que sa propre mère lui avait chantées des décennies auparavant. « Pourquoi ne m'abandonnes-tu pas aussi ?» avait demandé David lors de l'une de ces nuits difficiles. « Tout le monde m'abandonne toujours. »« Parce que tu es mon fils, » répondit simplement Richard. Et les vrais parents n'abandonnent jamais leurs enfants. Le processus légal d'adoption avait été brutal. Les avocats du ministère public ont tout remis en question. Les motivations de Richard, sa stabilité financière, sa capacité à s'occuper d'un enfant. La vidéo virale originale a été diffusée d'innombrables fois au tribunal, obligeant Richard à revivre publiquement sa honte. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant les audiences. Des personnes que Richard avait aidées dans la rue ont commencé à venir témoigner en sa faveur. Tommy, le vétéran sans-abri. La dame de la cuisine communautaire. L'adolescente fugueuse qu'il avait protégée. Tous ont raconté des histoires d'un homme qui avait tout perdu mais avait retrouvé son humanité. « Votre honneur », témoigna la docteure Maria Santos, la médecin qui avait soigné David à l'hôpital, en 15 ans de pédiatrie, je n'ai jamais vu de lien père-fils aussi authentique. Cet homme a dormi par terre à l'hôpital pendant 2 mois entiers, refusant de quitter l'enfant ne serait-ce qu'une seule minute. La décision finale est venue d'une source inattendue, David lui-même. Le juge avait demandé à parler au garçon en privé, lui demandant s'il voulait vraiment être adopté. « Oui, monsieur le juge », répondit David avec une conviction qui surprit tout le monde. « Richard n'est plus la mauvaise personne des vidéos. Il est devenu mon vrai papa. Et je sais pourquoi.
Je peux sentir quand les gens changent vraiment. Le jour où l'adoption a été officialisée, Richard a pleuré comme jamais dans sa vie. Pas des larmes de douleur ou d'apitoiement, mais des larmes de pure gratitude. Quand David l'a appelé « papa » devant le juge, Richard a senti que sa vie avait enfin trouvé un sens. Le parcours financier fut également difficile. Richard a commencé par des emplois modestes, d'abord vendeur dans un magasin d'électronique, puis assistant dans un bureau de comptabilité. Ses compétences en affaires ont progressivement attiré l'attention, mais il a refusé plusieurs offres de retour dans le monde corporatif de haut niveau. Au lieu de cela, Richard a créé quelque chose de complètement nouveau. Avec ses modestes économies et quelques investisseurs ayant cru en sa transformation authentique, il a fondé la Second Chance Foundation, une organisation reliant les personnes sans abri à des opportunités de travail et de logement. « Je ne veux pas redevenir milliardaire », expliqua-t-il à David un soir. « Je veux utiliser tout ce que j'ai appris, à la fois dans la richesse et dans la pauvreté, pour aider les autres à trouver aussi une seconde chance. » La fondation a grandi de manière organique. Richard connaissait les rues, connaissait le désespoir, mais connaissait aussi le monde des affaires. Cette combinaison unique l'a rendu extrêmement efficace pour créer des programmes qui fonctionnaient réellement. David est devenu une partie intégrante du travail. L'enfant avait un don naturel pour se connecter avec d'autres enfants vulnérables. Ses guérisons étaient désormais différentes. Pas des miracles physiques, mais la capacité inexplicable de faire sentir aux autres enfants qu'ils étaient valorisés et aimés. « Papa », dit David un matin alors qu'il se préparait à visiter un nouvel abri, « sais-tu pourquoi je t'ai guéri ce jour-là » Richard s'arrêta de lasser ses chaussures. C'était une question qui l'avait toujours intrigué. « Ce n'était pas parce que tu le méritais », continua David avec une sagesse qui surprenait encore Richard. « C'était parce que je savais que tu avais le potentiel de devenir une bonne personne. Tu devais juste tout perdre d'abord pour trouver ce qui compte vraiment. » Richard étreignit son fils, comprenant enfin toute la vérité. Le vrai miracle n'avait pas été de retrouver la capacité de marcher. Le vrai miracle avait été de découvrir que le vrai bonheur vient d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Aujourd'hui, lorsque les gens demandent son histoire extraordinaire, Richard conclut toujours avec la même réflexion. « J'ai passé toute ma vie à chercher le succès au mauvais endroit. Je ne l'ai trouvé que lorsque j'ai cessé de penser à ce que je voulais et commencé à penser à ce que je pouvais donner. » Si cette histoire de transformation et de seconde chance a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec des personnes qui croient également au pouvoir de l'amour véritable pour changer des vies.